Je dois d'abord et avant toute chose, avec beaucoup de tristesse, excuser Marcel Leroy, qui a des problèmes, disons, familiaux pour le moment, qui l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont être terriblement déçus en se disant encore elle, mais rassurez-vous, il m'a envoyé ses questions et donc pas de problème, c'est bien lui qui va animer cette rencontre par ma voix. Et comme vous savez qu'on se connaît de façon très ancienne, je ne dirais pas à quand ça remonte, mais au moins au siècle dernier, eh bien voilà, je pense que je pourrais parler un peu en son nom. Et de toute façon, je lui ai envoyé le lien de notre réunion, donc peut-être, qui sait, s'il n'est pas trop retenu par ses obligations familiales, il passera, mais bon, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Alors avant de commencer cette rencontre, qui est la troisième rencontre en direct du Festival Nuit Blanche du Noir, ben, je voudrais commencer comme chaque fois par remercier tous nos sponsors. Avant toute chose, la Fédération Wallonie-Bruxelles et bien sûr la Loterie nationale. Ah, il est là, il est venu, mais c'est pas possible. Marcel, tu es là? On l'entend pas, j'y crois On pas. n'entend pas, mais il va arriver. Ah, ça Je c'est n'y trop crois bien. pas. C'est l'hologramme de Marcel. Peut-être son fantôme. C'est l'hologramme. Alors je vais continuer. Voilà, je disais, je remercie la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale. Évidemment, bien sûr, la ville de Mons qui nous soutient depuis le début de cette aventure, puisque c'est la quatrième édition. Le Mondanéum, où nous ne sommes pas là cette année, mais où nous retournerons, croisons les doigts, l'année prochaine pour la cinquième édition. Évidemment, je remercie Lumons, qui est un partenaire indéfectible. Et puis nos partenaires de toujours, Traductive, Once in Brussels. Et à ce propos, n'oubliez pas le chocolat chaud. Vous avez reçu tous les ingrédients aujourd'hui sur Insta. Après-demain, vous aurez la recette et on vous attend pour le chocolat chaud party dimanche. Polarenko, bien sûr, saxophone, le musicien dont vous avez pu voir la première prestation sur la rencontre croisée qui a été mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Et au passage, j'en profite pour vous dire que cette rencontre est enregistrée et sera présentée aussi dans quelques temps sur la chaîne YouTube quand on refera la chaîne du souvenir des grands moments de l'année 2020, Festival Nuit Blanche du Noir. Alors aujourd'hui, on a une rencontre en direct. Donc, je remercie de tout cœur Canan Gorgoun qui fait cette activité avec nous aujourd'hui. Je remercie évidemment Nicolas Suissen qui va faire les lectures. Et puis peut-être qu'on va voir Marcel Leroy arriver dans quelques moments. Alors, avant de commencer, je voudrais, puisque Marcel n'est pas encore là, poser une question qui m'est absolument personnelle et en même temps qui me permettra de présenter Kenan. Alors, Kenan, si j'ai toutes les bonnes informations, tu es belge, francophone, d'origine turque, tu es né à Gand, tu es scénariste, poète, romancier, parolier, dramaturge. Mais ça fait quoi d'être un être protéiforme? Je suis pas poète. Tu n'es pas poète Non, non, non. Non, non, non. et pourtant tu Non, as non. publié l'un ou l'autre Ouais, recueil. mais ça fait pas de moi un poète. Non, non. Ça, c'est juste. Mais pour le reste, c'est vrai. Je suis scénariste. Enfin, je suis principalement romancier et puis scénariste. Parolier, je l'ai été, je le suis plus. Dramaturge, oui, si on. Ouais. Et cinéaste. J'ai réalisé deux moyens métrages. Donc voilà. Et c'était quoi la question, pardon? La question c'était, qu'est-ce que ça fait d'être un être protéiforme? Ah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plutôt des étincelles. Enfin, c'est plutôt agréable. En fait, le sentiment, la capacité à empiler
plusieurs existences, mais qui n'en forment qu'une. Il y a il y a le geste créateur à la base de tout. Et ce même élan qui me fait écrire, me fait parfois envie de tourner des images, et puis s'exprime parfois par la musique. C'est quoi le fil rouge de toutes ces formes créatrices pour toi? Ah, le fait d'être protéiforme. C'est quoi être protéiforme? Bon, ok. Alors, puisque Marcel, qui avait fait une tentative, n'est pas là, je vais me permettre de commencer à lui poser, à te poser ses premières questions. Alors, tu vas voir, lui, il te vous voit. Donc, je vais te vous voyer dans la forme de cette question qui commence. Et à l'issue de cette petite première partie de questions, on va faire tout de suite une lecture et tu vas comprendre pourquoi, Kenan. Voilà, Marcel te dit ceci. Parce qu'évidemment, on va parler du second disciple, hein, j'ai oublié de le dire. Second disciple paru aux arènes, évidemment. Votre description de la zone frontière de Canal est un document hyper réaliste, une vision ultra blues, un point de vue objectif parmi d'autres. Elle précise des images que l'on engrange en traversant la ville. Alors ça, c'est la première partie de la question. Et là, on va écouter Nicolas qui va faire la première lecture de la soirée. Il a 8 ans, grand pour son âge, cheveux fous, blonds, autour de son crâne des cheveux comme des dents de scie, coupés à la diable. Ce n'est pas le travail d'un coiffeur, c'est le travail fait maison par son père ou sa mère. Le garçon a les épaules tombantes, même le bras levé pour écrire au tableau des épaules tombantes et chétives, une nuque chétive, un dos cambré. Le garçon ne se tient pas droit, on ne lui a pas appris. Pareil pour les maths, on ne l'a pas aidé et il en avait besoin. Pareil pour le français, il le parle mal. Personne ne le corrige. Dans son entourage, tout le monde parle mal. Ses parents parlent mal et même s'il parlait mieux, ses parents, pour le corriger, il devrait d'abord l'écouter. Le garçon est en deuxième primaire et il va redoubler. Sa troisième, il va la redoubler aussi. En quatrième, ça ira mieux. En cinquième, ça ira mieux. La sixième, il redouble et ne recommence pas. Quitte l'école, l'annonce à ses parents le critiquent, puis retournent à leurs affaires. Bistrot de quartier dans le vieux Bruxelles. Bière au fût, clope, jeu de fléchettes, flipper, jukebox, saucisses sèches, cornets de frites ramenés d'une baraque où on les cuit encore dans 2 bains d'huile. Souvent, entre ses 5 et ses 12 ans, le garçon aura des paquets de chips en guise de repas. Alors, la deuxième partie de la question, c'est toutes ces images que vous engrangez sur la ville. Est-ce parce que vous êtes un marcheur attentif? Oui, définitivement, j'ai énormément marché dans Bruxelles, dans tout Bruxelles en fait, et particulièrement dans le Bruxelles de Molenbeek, d'Anderlecht, de Saint-Josse, Schaerbeek, Forêt, un Bruxelles plus, je dirais, plus populaire, un peu moins au centre de l'attention. Ce sont les quartiers où j'ai vécu une grande partie de ma vie, d'une part, et puis d'autre part, marcher, oui, c'est vrai que on m'a jamais posé la question comme ça, mais effectivement, je suis un grand marcheur. Et quand on marche, et ça, je suis évidemment pas le premier à le dire, quand on marche et qu'on passe sa vie à écrire, durant la marche, le cerveau fonctionne différemment, j'ai l'impression. Il engrange des images différemment, il génère des phrases. Certains écrivains sont même connus pour écrire en marchant et puis seulement retranscrire ce qu'ils ont écrit sur papier. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement. Et donc, la ville, et moi, j'ai une tendance aussi, et ça, c'est comme ça, c'est dans mon regard, c'est dans mes antennes, à l'exagération. Enfin, quand je vois les choses, je les vois avec beaucoup d'intensité. Quand je perçois les décors, quand je croise des gens, que je les regarde, ils s'enregistrent avec beaucoup d'intensité en moi, les sensations, les mouvements de la ville autour de moi, les bruits, et tout s'intensifie comme ça.
en fait, à travers mon filtre. Et mon écriture exprime ça, cette vision un peu. C'est un peu proche de la vision d'un enfant, en fait. Par exemple, et comme ce sont des lieux où j'ai vécu étant très petit et plus jeune et où je retourne régulièrement, par exemple, c'est très frappant euh, quand on repasse à côté de certains bâtiments ou certains. Il y a un muret, par exemple, à Molenbeek, qui me paraissait immense avant. Et puis quand je repasse à côté aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'était pas grand. Mais moi, j'en ai gardé cette vision-là, du muret un peu écrasant, vous voyez, et tout le réel autour de moi, en fait, se présente à moi comme ça, comme si je le regardais encore à travers mes yeux d'enfant. Est-ce que, alors ça c'est moi qui ajoute, est-ce que la marche justement donne un rythme à ta phrase, à ton écriture? Non, ça, je crois pas, en revanche. J'écris plus vite que je ne marche. Et je crois qu'il y a un phénomène cinétique très fort dans mon écriture. Euh, c'est plus la musique. Je dirais que c'est plus une façon d'écrire de la musique avec des mots et à l'intérieur d'une histoire. Mais la pulsation de mon écriture vient probablement plus de la musique. Et d'ailleurs, le mot que Marcel a utilisé, le blues. Le blues, par exemple, pour moi, infuse vraiment mon imaginaire. Et le blues, c'est aussi un certain rapport à la ville, à la nuit, à l'urbain, au décor un peu périphérique. Voilà, il parle d'une vision ultra blues même, hein. Voilà. Non, mais là, j'assume complètement et c'est plutôt bien formulé, ouais. Alors, la deuxième question, c'est la suivante. Il dit, votre roman s'enracine dans la réalité crue d'une ville. Bruxelles est-elle une ville-monde qui serait la somme des fractures de notre époque? Euh, non, c'est pas une ville-monde. C'est pas une ville-monde. Enfin, c'est un peu étrange. Non, c'est pas une ville-monde. Par exemple, quand on est à New York, on a le sentiment d'être dans une ville-monde. Différemment, quand on est à Istanbul, on a cette sensation aussi d'être dans une ville-monde. Euh, Bruxelles pourrait l'être, le sera peut-être un jour. Euh, Ça dépend comment la ville continue à se construire, à s'étendre et à se transformer. Mais en revanche, ce que je ressens très fort, c'est plus une ville structurée autour de ces fractures. Ça, oui, ça me parle plus. Donc, Les fractures, tu les vois comment? Tu les identifies où et comment? elles sont pas forcément visibles. Et d'ailleurs, elles sont moins visibles à Bruxelles que dans d'autres villes très cosmopolites, avec des communautés qui viennent d'un peu partout. Il y a des villes où réellement on peut passer d'une réalité à l'autre juste en franchissant 3 rues. C'est des choses qui arrivent parfois à Bruxelles, mais il y a quand même une sorte de pénétration comme ça des différentes couches des réalités de la ville les unes dans les autres. Donc, pour moi, les fractures sont plus invisibles. Euh, elles viennent probablement ça tient plus au bagage culturel des habitants, ça tient plus à aller à ce qu'ils cherchent en fait dans la vie, à ce qu'ils trouvent en grande partie à Bruxelles et qui les replie un peu sur eux. Ou est-ce qu'ils Et ne le trouvent pas? comment Ou peut-être à ce qu'ils ne trouvent pas? Ils ne le trouvent pas, mais d'une manière ou d'une autre, en fait, Bruxelles est quand même voilà. Donc, je dis non, c'est pas une ville-monde, mais il y a suffisamment à Bruxelles pour que chacun puisse établir un rapport personnel avec la ville et globalement s'y tenir avec ses manques et ses satisfactions. Euh, D'où ma sensibilité aussi vraiment à la géographie d'une ville et à la géographie de Bruxelles. Et pour moi, c'était tout le sens aussi d'ouvrir avec ce long travelling sur le canal. Parce que le canal est une figure centrale du roman et de mon imaginaire, en fait, au sens large. Ce canal m'a vraiment marqué. Et que, au sens propre, pour moi, c'est vraiment une fracture, c'est une entaille. Et moi, j'ai toujours tendance un peu à comment on appelle ça, anthropomorphiser un peu les choses. Et donc, pour moi, Bruxelles est un organisme vivant
Et ça se sent dans mes métaphores, dans le rapport que j'établis avec la ville, encore une fois, cette manière que j'ai de ressentir les décors. C'est un organisme vivant, donc plus que de fractures, pour moi, ce sont des entailles, des balafres, des plaies, et encore ouvertes, et donc d'où vont sointer des fluides organiques. Ça commence à être un peu dégueulasse. Non, non, c'est pas dégueulasse, mais justement, moi, je voudrais faire écho à une remarque de Philippe Gustin qui est arrivé sur le chat et qui dit: les premières pages du second disciple, c'est de la poésie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve que, en ce qui me concerne, et je n'engage que moi en disant ça, et je te l'ai dit déjà d'ailleurs, je trouve que ce sont allez, je vais dire les 20 plus belles pages que j'ai lues depuis très, très, très longtemps, euh, qui sont à la fois, effectivement, tu peux le dire, très, très noires, très dures, très, alors tu dis dégueulasse, mais non, mais en même temps d'une écriture lyrique et absolument magnifique. Et ça, je pense que tu peux quand même assumer cette Ah non, dimension mais j'assume. poétique. Non, 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 mais oui, d'accord. Alors, mais vraiment, quand je récuse le terme de poète, c'est parce que le poète va strictement travailler la langue À la en poésie, oui. poète. Moi, je ne le fais pas. Moi, je travaille cette langue en tant que romancier. Et il y a du lyrique dans mon écriture, forcément, parce que j'ai aussi cette culture, vous voyez, en étant turc et en connaissant bien cette culture, je veux dire, j'ai le sens de l'émotion forte. Ça fait partie de moi. Et donc, forcément, j'ai une écriture excessive aussi. Et dans le meilleur des cas, lyrique, oui. Ça, je l'assume complètement. Hein. Ça ne fait pas de moi un poète, ça fait de moi peut-être alors un romancier plus, je sais pas, plus impressionniste, plus sensitif, moins réaliste, même si je décris des choses très réalistes. Vous voyez. Alors, ton personnage principal, donc Xavier, était un soldat d'élite, surentraîné, maître de lui, et puis un beau jour, il pète un câble. Il est submergé par une vague de violence, il tranche la gorge à un type et voilà, il se retrouve en prison. Et la troisième question que Marcel aurait voulu te poser, il dit, votre personnage principal, Xavier, a vu et revu le film Seven qui illustre les formes du mal. Est-ce un symptôme de ce dont il souffre? Oui, il y a plusieurs références cinématographiques dans le livre. Et il y a cette référence à Seven. Et effectivement, bon, parce que déjà l'expérience Seven pour moi a été vraiment fondamentale à l'époque où ce film est sorti. Je trouvais, et pourtant j'en avais mangé des films sombres et torturés, mais là je trouvais qu'il y avait un tel talent à exprimer euh, ce que ça peut être la sensation d'être mal et mal dans sa peau, mal dans l'environnement, et que quelque chose de menaçant, quelque chose d'obscur est en train de recouvrir le monde. Et on ne sait pas le nommer, mais il est en train de nous imprégner. C'est comme une sorte de bruit de fond qui va nous rendre dingue à la longue, ou de gaz euh, vraiment impalpable, mais qui s'insinuerait partout et qui commence à dérégler les sens. Vous voyez, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu retranscrire dans le livre, effectivement. Je t'interromps, Kenan, c'est bizarre ce que tu viens de dire parce que Marcel avait ajouté une deuxième partie à sa question. Il disait: l'attrait mondial pour ce film révèle-t-il quelque chose de notre époque? L'attrait mondial pour ce film révèle-t-il quelque chose de notre époque bah, c'est une réponse un peu bête que je vais faire, mais probablement. Probablement parce que c'est vrai que ça n'a pas simplement été un succès. Hein. Je ne sais pas si on se souvient du moment où ce film est sorti. C'est produit, ce qui se produit assez rarement en fait avec une œuvre d'art, une sorte de collision attendue depuis longtemps, salutaire entre l'œuvre et ses récepteurs. Quoi. Et pour moi, vraiment, ça a été une sorte de phénomène de société, d'ailleurs, qui a marqué beaucoup un certain type de cinéma après ça. On ne pouvait plus échapper à la référence Seven pendant très longtemps. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle certainement ce dont probablement souffrent aussi mes personnages. C'est que il est devenu de plus en plus facile
de laisser se réveiller les monstres en nous pour exister. La question suivante. La chanson de Bowie que Xavier écoute en boucle apparaît comme un élément majeur de la tragédie qui se déploie. La Je vais juste bande corriger, son... c'est Brahim, c'est mon autre personnage qui écoute Bowie. Ah, pardon. Ouais, et ça imprègne de sa musique. Donc, Voilà, la chanson de Bowie que Brahim écoute en boucle apparaît comme un élément majeur de la tragédie qui se déploie. Et il dit la bande son semble révélatrice des déchirures. Les artistes sont-ils capables de capter les tourments au fond des êtres qui les subissent? bah, je crois que les artistes sont les seuls capables de capter ces tourments, de les capter et de là créer quelque chose qui va peut-être en retour apaiser le tourment en question. Moi, je pense vraiment que seuls les artistes peuvent le faire. Les écrivains, avec peut-être cette force supplémentaire qui est de pénétrer à l'intérieur des êtres humains, corps et âme, faire corps avec eux, faire corps avec leur monde intérieur, leurs sensations dans leur moindre subtilité, leurs moindres nuances. Ça, je trouve quand même que c'est la grande force de la littérature. Et d'où l'implication aussi d'un artiste comme David Bowie, par exemple. C'était très pertinent pour moi, déjà par attachement personnel au personnage et à son travail musical, mais vraiment, moi, j'ai toujours été fasciné aussi chez Bowie par cette capacité qu'il a eue à brouiller les pistes, à construire avec énormément de talent, certains même diraient du génie, à construire des identités très étoffées, quoi, hein. Je veux dire, il faut aller voir dans ses albums, et sur les derniers, il y avait même des journaux, des carnets de bord de ces personnages de fiction qui font des pages et des pages. Donc, il écrivait des récits, il leur inventait des costumes, des apparences, des attitudes, et puis après, il les désintégrait pour s'immerger dans une nouvelle création. Donc, en termes de recherche identitaire et aussi de discours critique sur ce qu'on appelle l'identité, je trouve que Bowie est vraiment un maître. Vous voyez, et que ça, c'est mon travail quand on demandait au départ, c'est quoi un peu le thème, le fil conducteur de tout ce que je fais, je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est ça, c'est ce discours critique sur ce qu'on appelle l'identité. Alors, Xavier, en prison, rencontre Abou Brahim, qui est le cerveau des attentats dits de la Grand Place, qui sont évidemment des attentats fictifs que tu lui attribues, bien sûr. Et eh bien, Abou Brahim va l'initier à un nouvel idéal, à tel point que justement, cette identité, il va en changer et il va devenir Abou Kassem. Et Marcel pose une question qui dit ceci. Xavier devient Abou Kassem en prison où il trouve une forme de structure mentale. Et avant de poursuivre la question, on va écouter le deuxième extrait de lecture que Nicolas va faire et qui peut-être apporte déjà un semblant de réponse. Tu sais bien qu'on n'est pas censé dire non à la liberté. L'histoire est pleine de gens qui se sont battus pour qu'on la leur rende. Dire non à la liberté, pour un mitard, c'est comme refuser une occasion garantie de s'évader. Mais tu sais aussi que la liberté peut terrifier un taulard. Tu l'as vu en démolir plein. La survie en tôle dépend de ta capacité à décoder ton milieu, les gars qui les occupent, le type de hiérarchie qui les lie entre eux et un tas de subtilités en rapport avec le statut d'un détenu, la nature de son crime, etc. Être libre, du jour au lendemain, c'est te faire enlever de cet univers au code clair pour te faire jeter dans un autre.
mais cet univers qui t'attend de l'autre côté des portes closes. Tu as vite fait de piger que la complexité des codes de la prison n'est rien, comparée à la complexité du monde normal. La prison avale tout cru celui qui rate son décodage. Mais ça reste un monde avec des limites, c'est précis, défini, sanctionné, surveillé, c'est à la portée de tous. Alors que le monde dehors ressemble à un territoire sans loi ni règles, qui bouge et change tout le temps, et où tous les moyens sont bons. Alors justement, est-ce que cette prison peut structurer un esprit comme celui de Xavier? Complètement, oui. Moi, j'y crois. Je crois, oui, que la prison, si votre séjour en prison se passe bien, ce qui peut paraître paradoxal comme formule, mais si vous arrive rien de fâcheux en prison, si vous arrivez plus ou moins à déchiffrer la manière dont les choses fonctionnent à l'intérieur et à vous trouver une place là-dedans, la prison va réussir à s'adresser. Et je suis évidemment le dernier à prôner quelconque forme de répression sur les êtres humains, mais voyons la prison pour ce qu'elle est, aussi si on la dépouille un peu des émotions fortes que ça évoque, la prison va s'adresser aux besoins de discipline qu'il y a en chaque être humain. Besoin de structure, de régularité, de routine, de limite claire. C'est pour ça que, par exemple, moi, je suis particulièrement content que cet extrait ait été lu. Il se rattache à d'autres passages sur la vie en prison, etc. Mais tout ce que j'ai écrit sur la prison dans ce livre va à l'encontre de ce qu'on a tendance à penser de la prison en temps normal. On parle de la prison comme une jungle, etc. Alors que je dis clairement que la jungle, elle est dehors. La prison, c'est une serre, c'est un espace domestiqué, clos sur lui-même. C'est le monde à l'extérieur qui est une jungle ouverte à toutes les tendances et à tous les bouleversements. La prison, c'est le lieu d'où les bouleversements sont exclus, où le temps s'est arrêté et que ça fait partie d'ailleurs de la sanction. On vous prive de la liberté, on vous prive du temps qui passe, on vous prive de l'évolution du monde extérieur et on considère ça comme une sanction. On le vit comme une punition, une privation. Et Xavier est un ancien militaire, donc c'est pas tout à fait. C'est-à-dire que lui, ce qu'il trouve en prison, c'est pas, pour répondre directement à la question de Marcel Leroy, il ne trouve pas une structure mentale. Il arrive déjà avec une structure mentale très forte, en fait, Xavier. C'est ce qui le distingue aussi, c'est que c'est un gars, que ce soit de ses années à l'armée, que ce soit de son rapport personnel à une certaine forme de perfection, une certaine quête de perfection physique, etc. C'est un gars qui a sculpté son corps, qui a sculpté son cerveau de la même façon, qui est en pleine possession de ses moyens. Il est à un âge où voilà, il peut construire énormément et détruire de la même façon. Et donc, il arrive dans cette prison déjà avec une structure mentale très forte, une maîtrise physique très forte, qui d'ailleurs le rend impressionnant pour beaucoup d'autres détenus et impressionne aussi cet homme qui va devenir son mentor et son ami, Abou Brahim. Mais cette rencontre donne un objet à cette force mentale que Xavier cultive et que Abou Kassem, donc son alter ego, va déployer une fois qu'il quittera la prison. En corollaire à cette question, Marcel demandait, Xavier serait-il simplement un humain robotisé qui tente désespérément de s'extirper de sa peau de violence et cherche en vain une main secourable? Son problème ne serait-il pas l'extrême solitude? Absolument. Et il y a un passage d'ailleurs où un de ses collaborateurs, on va dire un de ses complices de la cellule djihadiste qu'il va finir par intégrer pour essayer de mettre en œuvre son projet d'attentat, qui a son image, qui est extrême, très complexe, très ambitieux, mais voilà, ça devient en gros le projet de son existence qui, logiquement, devrait prendre fin avec la réalisation de son projet. Et il y a un moment où il est avec son artificier en voiture, donc le gars qui est censé concevoir les explosifs, etc.
et qu'il le regarde vraiment en disant, je vois l'être le plus seul, le plus solitaire que j'ai jamais croisé de toute ma vie. Et il y a quelque chose comme ça d'assez bouleversant, selon moi, chez Xavier. C'est cette terrible solitude à laquelle il s'est condamné, à laquelle son passé le condamne, mais à laquelle lui-même se condamne et qu'il assume. Qu'il assume parce qu'il n'a plus rien d'autre à faire sur Terre que de réaliser ce projet. Est-ce que c'est un être robotisé? Je ne crois pas. C'est un être qui s'efforce d'avoir l'efficacité et l'impassibilité d'une machine. Ça, oui. Mais il est, à mon avis, tout le contraire. D'où, en fait, des scènes qu'on ne va pas déflorer, mais où il se fait du mal à lui-même pour essayer de se décharger un tout petit peu de la pression qu'il sent en lui, constamment, dans son corps, son organisme. Il est tout entier, ultra tendu et menacé d'implosion, vous voyez, ou de combustion spontanée, j'en sais rien. Je le verrais bien brûler spontanément, en fait, ce personnage. Mais non, je pense qu'il n'est pas robotisé. Au contraire, il donne en temps réel pratiquement, parce que vraiment le roman s'attache à ce personnage et à Abou Brahim aussi, hein, mais il donne vraiment presque le déroulé d'un homme qui veut à tout prix, comment je vais formuler ça, les mots viennent de m'échapper. Parce qu'on le voit, voilà, parce qu'on le voit en temps réel livrer ce combat contre tout ce qui l'humanise, en fait, parce que s'il se laisse aller à ses émotions, s'il se laisse aller, les peurs vont venir avec les émotions, les souvenirs, les nostalgies, la mélancolie, ses désirs, son besoin d'amour, tout va affluer s'il ouvre un tout petit peu la brèche. Et donc, on le voit combattre contre tout ça pour devenir l'homme capable d'accomplir sa mission, mais précisément parce qu'on le voit se battre contre tout ça, on voit tout ça à fleur de peau, vous voyez. Marcel ajoute à cette question, Xavier chercherait-il à transcender la blessure de l'enfance? Il aura manqué d'amour, personne ne lui aura transmis ce qui permet de se tenir debout dans un monde dur. Plus Absolument. tard, la personne en qui il avait confiance l'a trahi. Vit-il cela comme un viol de plus? Ah, c'est clair que Xavier, et d'ailleurs dans le premier passage, donc c'est un passage de son enfance, hein, où on voit bien ce petit gamin un peu issu du quart-monde, dans ces quartiers de Bruxelles que je connais bien, les 5 blocs dans l'ancien quartier Chicago, derrière, au fond de la rue des Chartreux, en fait, en ville, qui est devenue une rue très bobo. Il y a encore aujourd'hui cet endroit, c'est vraiment des barres d'appartements pourris, avec 2 terrains de basket pourris, des cages d'ascenseur et d'escaliers pourris. C'est un endroit triste, c'est un endroit où j'ai beaucoup traîné, j'y ai pas vécu, mais j'y ai beaucoup traîné et dans les appartements de cet endroit où des copains et des amis à moi vivaient. Et, un mec laissé à lui-même, un orphelin, mais qui a des parents encore en vie, ce qui est encore plus terrible selon moi qu'être un orphelin parce qu'on a perdu ses parents. Lui, ses parents sont encore en vie, mais il est pourtant orphelin. Et toute sa vie se déroule comme ça, en fait. Et à chaque fois, il passe à 2 doigts de l'amour, de l'amitié. Par exemple, quand il va à l'armée, Jean-Christophe, son instructeur, qui devient aussi une sorte de grand frère et d'ami, et avec énormément de bienveillance pour lui, c'est une belle rencontre humaine. C'est une belle rencontre humaine. Et ce qui va l'envoyer en prison, parce que tu as dit, Christine, tout à l'heure, qu'il tranche la gorge à quelqu'un dans une sorte de brutale explosion de violence. Ce qui se passe réellement, c'est qu'à son retour de l'armée, peu de temps après, quand il revient à la vie civile avec un seul projet, d'avoir la vie la plus ordinaire possible, un désir somme toute modeste, de normalité, il rencontre quelqu'un, il rencontre une fille qui va complètement le chambouler, dont il va radicalement tomber amoureux en l'espace de 10 minutes. C'est l'histoire d'amour la plus forte et la plus brève au monde. Et c'est par jalousie, en fait, c'est par son amour pour cette fille qu'il s'en prend à cet homme qui ennuie cette fille, juste pour le mettre à l'écart, en réalité. Il n'a pas l'intention de faire un carton, sauf qu'il est ce qu'il est aussi, c'est-à-dire potentiellement une machine de guerre.
Et donc, il va complètement démonter ce gars à main nue, il va l'amener au seuil de la mort, ce qui lui vaudra son séjour en prison. Mais donc, il est toujours en train de frôler l'amitié, de frôler l'amour, mais il y a ce sentiment tragique qui s'attache à lui jusqu'au bout, quoi. De privation, ouais, de solitude un peu inextricable, comme ça. Ouais. La mère du djihadiste, quand son fils aux mains trempées de sang sort de prison, le gifle, puis l'étreint. Khadija, mère courage, les mères sauveront-elles le monde du chaos? Moi, je le crois, oui. Moi, je le crois. Est-ce que c'est... Ouais, moi je pense. Je pense, par exemple, ce moment pour moi est un des moments les plus importants de tout le livre. Ça tient en 3 phrases, il n'y a pas un mot échangé. Première rencontre sans plexiglas, sans surveillance. Première rencontre hors pénitencier de la mère et du fils. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle lui colle une claque très forte et puis elle la tire dans ses bras et elle le serre très fort. Ça, c'est essentiel pour comprendre le rapport de cette femme à ce garçon que tout le monde considère comme un monstre et à ce salut, cette possibilité de salut qui vient d'elle, de son attitude, de son obstination à continuer à l'aimer malgré tout. Et ces femmes-là, qui ne sont pas toujours les femmes les plus visibles, les plus connues, ce sont des femmes qui, en tout cas là, vraiment, si on veut aller au cœur du roman, cette femme à la soixantaine, c'est une Belge d'origine marocaine qui a probablement eu sa naturalisation aussi sur le tard. Elle parle pas très très bien le français, mais assez bien. Mais je dirais, elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas d'instruction scolaire, etc., etc. C'est ce genre de femme qui s'est dévouée à ses enfants, à sa famille, et qui aujourd'hui trimballe son corps un peu perclus et douloureux de son mieux. Ces femmes-là, cette femme-là, c'est aussi ma mère. C'est plein de mères, mais dans ta question, est-ce que ce sont les mères qui sauveront le monde? La mère est aussi, et là, bon, moi, je crois qu'aussi, en plus, c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment, c'est qu'est-ce que la femme et la mère et la femme, qu'est-ce que ces femmes et ces mères vont changer au monde et apporter au monde. Moi, je suis très curieux et impatient de le découvrir aussi, en fait. En tant que fils, en tant qu'homme, aujourd'hui en tant que père. Voilà, on vit une sorte de grand bouleversement qui va redistribuer les cartes, qui va attribuer des nouvelles places et des nouveaux rôles aux hommes comme aux femmes. Qu'est-ce qu'elles vont réellement apporter? Peut-être le salut, peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il ne faut pas non plus avoir des trop grandes attentes. J'en sais rien. Une remarque purement personnelle, Kenan, c'est que nous avons longuement discuté sur le choix des extraits avec Nicolas. Et finalement, on n'a pas lu ce passage-là parce que moi, je pense que c'est le sommet du roman. C'est vraiment l'instant clivant, la rencontre avec la mère. Et je trouve que ça aurait été trop triste de déflorer ce passage-là pour tous les participants qui, je l'espère, ou bien ont lu ou bien vont lire le second disciple, parce que pour moi, je pense que c'est un moment exceptionnel dans le roman. Et par rapport aux femmes, Marcel ajoute que l'amour, c'est aussi l'amour d'une femme qui pourrait sauver Xavier, mais qu'il reste enfermé en lui-même, étouffé dans ses démons, que la cellule est dans sa tête. Et est-ce parce qu'on l'a privé d'écoute et d'exemples à suivre? Il n'a pas, en tout cas, il n'a pas pendant très longtemps dans sa vie d'exemple à suivre, de modèles positifs, de modèles formateurs. Hein.
Ça, il en est évidemment Il ne dépourvu. sait pas faire. Il ne sait pas faire. Ah non, il ne sait pas faire. C'est un mec, en fait, et c'est pour ça, c'est sa tragédie un peu, c'est que ce gars ne sait pas, en fait, comment on vit. Il ne sait pas comment on vit, il ne sait pas comment on s'apaise, et alors qu'il a l'air de vouloir que ça, en fait, en réalité, depuis le début, même si il est le cerveau d'un projet morbide. En réalité, c'est toujours son besoin de vivre, tout simplement, et de pouvoir s'arrêter qui se débat en dessous, quitte parfois à lui donner le sentiment que ça le crame de l'intérieur et qu'il doit faire du mal à son propre corps pour trouver un peu d'apaisement. Donc, c'est une force brute, ce gars. C'est une force sauvage, quoi. C'est presque mystique, en fait, pour moi. C'est parce qu'en plus, il est dans la fleur de l'âge. C'est pas un mec très âgé. C'est un garçon qu'on devine plutôt beau garçon. Mhm. Il a un corps qu'il maîtrise, qu'il connaît. Euh, il est loin d'être bête parce que même déjà pour concevoir le projet d'attentat qu'il a conçu, il faut quand même s'être creusé vachement la tête. Donc il y a aussi une question vraiment de. Donc c'est un gars qui est en réalité compétent, mais ses compétences, énergie, force et volonté à l'état sauvage. À l'état sauvage, pratiquement impossible, trop tard à domestiquer. Et, euh, et néanmoins, et je pense en fait que j'écris euh, à première vue des romans d'hommes, mais il y a dans chaque chose que j'écris, et de plus en plus en fait, une façon très particulière d'installer des personnages féminins dont l'importance ne se mesure pas au nombre de pages ou de dialogues qu'elles ont. Mais par exemple, dans ce livre, dans le second disciple, la mère, et tu as bien fait de ne pas lire ce passage, parce que c'est vrai qu'il est essentiel, et il est essentiel que les gens le découvrent au moment où il arrive dans le livre, et pas comme ça hors contexte. Et donc, le personnage de la mère, on en a beaucoup parlé. Le personnage de cette jeune femme dont il tombe amoureux à son retour de l'armée, qu'il va tenter de retrouver et qu'il va retrouver des années plus tard, après la prison, alors qu'il est engagé dans le compte à rebours de son attentat, et un personnage essentiel aussi parce que c'est à travers elle qu'il recommence à caresser l'espoir d'abandonner Abou Kassem, de redevenir Xavier, mais un meilleur Xavier que ce qu'il était avant. Mais les événements et certains personnages vont l'en empêcher. Ce qui en fait pour moi un personnage tragique, c'est que c'est comme s'il y a toujours cette métaphore en tête, mais elle est tellement limpide pour moi, c'est que si on est sur une route et qu'on a poussé le champignon, à partir d'une certaine vitesse, le moindre changement d'itinéraire peut être fatal. Mhm. Et donc, il y a ce sentiment de trop tard pour ce personnage. Vous voyez, il a mis en branle quelque chose qui a atteint une vitesse telle que lui-même ne peut plus l'arrêter. Mais il finit sa trajectoire avec l'espoir qu'il aurait pu. Il aurait pu. La question suivante que Marcel souhaitait te poser, c'était la suivante. Le djihadiste dont il devient le disciple en tôle, aurait-il lui aussi été abusé dans son enfance, non pas au sens judiciaire du terme, mais au sens culturel, le viol de la conscience d'un ado par un prédicateur indigne? Je ne m'attarde pas non, voilà, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées aussi à la jeunesse, à l'enfance d'Abou Brahim, donc Brahim Ben Lagdar, belgo-marocain de Molenbeek, maître à penser de Xavier, et aussi vraiment complice. Hein, je parle toujours de leur rencontre comme une sorte de coup de foudre amical aussi. Deux hommes qui se complètent, et le second disciple, donc, qui va plus ou moins vouloir aussi venger le premier. Mais les pages que je consacre à Brahim mettent surtout l'accent sur le fait que, jusqu'à un certain point,
Jusqu'à un certain point, quand même, l'enfance de Brahim se déroule dans un cadre familial chaleureux, où les choses sont faites comme elles devraient l'être. Hein. Je veux dire, c'est un enfant qui est habillé proprement, nourri comme il faut, il va à l'école, il n'a pas de manque. Au tout début de son adolescence, il a des amis belges à qui il repense avec beaucoup de regrets, parce qu'il se rend compte, en fait, quelque part, que le grand drame de Brahim, c'est de réaliser qu'il s'est trompé, mais après avoir commis des erreurs monstrueuses. Il est complètement tourmenté par le doute dès la première page du livre, jusqu'à la fin, où le doute est balayé, mais par une conclusion encore pire, c'est qu'il se rend compte qu'il a consacré toute sa vie à haïr. À haïr, il a toujours cherché un objet propre à alimenter sa haine. Et puis les haines se confondent et s'amalgament aussi dans l'esprit de quelqu'un qui a passé toute une vie à haïr, à être dans un rapport conflictuel aux choses. Et on commence par haïr peut-être sa famille, et puis on se ment à soi-même et on pense qu'on a de la haine pour le pays où on vit, et puis pour la civilisation que ce pays représente, etc. Et il y a une escalade de la haine qui devient le phénomène central de sa vie, le phénomène structurant. Et se rendre compte de ça, c'est quand même c'est un fameux revers, quoi, dont il ne va pas se relever d'ailleurs, une fois qu'il comprend ça, à quel point il a été imprégné par ça. Mais quand il revient sur soi aussi, il ne voit plus suffisamment d'éléments dans sa vie pour justifier ce qu'il a fait, en fait. Et c'est là, en fait, qu'il se fait l'impression d'être un minable, en réalité. C'est qu'il dit des gens, notamment ses amis belges de son enfance, qui ont vraiment, pour le coup, une vie de merde. Il se dit, même si ces gars-là ne sont pas devenus des meurtriers, qu'est-ce qui justifie que toi, tu le sois devenu? Qu'est-ce qui justifie? Et alors, pour terminer, en revenant à la question dans les termes de Marcel Leroy, donc, il y a un viol culturel. Là, c'est assez juste dans ce sens. C'est que pour Brahim, comme pour bien d'autres jeunes, je pense, qui empruntent ces sentiers-là, il y a le sentiment d'avoir été trahi dans ce sens-là. Une trahison dans la culture qu'on leur a transmise, les valeurs qu'on les a éduqués à respecter, etc. Pour vraiment dire les choses assez simplement, je dirais que le discours des parents de Brahim a toujours été un discours d'intégration. On s'intègre, on ne fait pas de vagues, on est reconnaissant. Et ça, c'est vraiment ça. Il faut attirer l'attention là-dessus. Je veux dire, la génération des parents de Brahim, de mes parents, ont toujours été, par rapport à la Belgique, par exemple, dans un rapport de gratitude, de reconnaissance de tout ce que ça leur a permis d'obtenir, de venir ici. Si pas pour eux, au moins pour leurs enfants. Et donc, le discours qui est transmis du père au fils, de la mère au fils, c'est faire des études, s'éduquer, trouver un bon travail, mais eux parlent d'une époque où faire de bonnes études, avoir des diplômes précieux, etc., pouvait effectivement être la garantie ou la quasi-garantie d'une vie professionnelle stable qui va vous permettre de vivre décemment, etc., etc. Sauf que du passage de leur génération à celle de leur fils, il y a un bouleversement qui dépasse les générations, qui dépasse même l'échelle d'un seul pays, qui concerne toute la société occidentale. Le monde du travail est bouleversé, la valeur des études est bouleversée. Je veux dire, il y a des gens ultra qualifiés sans travail. Donc, ce deal, en fait, le deal des générations, de dire si tu fais ça et ça et ça et ça, voilà, tu obtiendras ça. Et si en plus tu respectes les traditions de la famille, etc., tu seras un être complet qui trouvera sa place dans ce monde. Et puis, Brahim se rend compte que ce n'est plus le cas. Et là, il y a une espèce de rancœur terrible envers ses propres parents pour dire, vous m'avez vendu un discours mensonger. Vous m'avez vendu une vision du monde et de l'avenir qui est fausse. D'où, en fait, aussi souvent le manque de respect des djihadistes pour leurs propres parents et la manière dont leurs propres parents ont pratiqué leur islam, etc., de manière modérée. Parce que dans cette modération du croyant à l'ancienne, le djihadiste voit un compromis avec les valeurs du pays d'accueil. Vous voyez, ah, regarde,
tu as été une sorte de, comme on l'aurait dit jusqu'à peu, un homo refoulé, un pédé honteux. Ah, tu as été un musulman honteux toute ta vie, hein, dans la modération, tu t'es écrasé, ta gratitude pour ton pays d'accueil, voilà ce que j'en fais. Voilà ce que ça a fait de toi, voilà ce que ça a fait de nous. Donc, trahison, donc, viol, oui. Viol, traumatisme culturel, émotionnel, de voir aussi ses propres parents tomber de leur piédestal, ne plus être détenteurs de vérité, mais fourgueurs d'illusions, vous voyez. Ce qui les assimile aux Belges, hein, et on voit souvent ce réflexe du djihadiste accusant ses parents de ne pas valoir mieux que les mécréants, vous voyez. Et tout ça est lié. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que ce qui devient intéressant, je ne sais pas si je suis confus ou pas, mais Non. dans cette trahison, dans cette rancœur que la génération de Brahim a pour ses parents, on retrouve en écho la rancœur que beaucoup de jeunes ont envers la génération précédente, dans toutes les cultures. Et j'ai dit à l'occasion d'une autre rencontre qu'il y avait, si on creusait un peu et qu'on était prêt à un peu délaisser ses œillères et ses grilles de lecture, on trouverait probablement beaucoup de faisceaux de trucs souterrains en commun entre des jeunes qui décident de faire le djihad et des jeunes qui décident de devenir des écolos extrêmes. Des jeunes qui marchent sur les avenues pour un monde plus transparent, plus honnête, plus équilibré, avec une répartition plus juste des richesses, plus respectueux de la planète. Donc cette jeunesse-là, qu'on a tendance à louanger et qui nous fait chaud au cœur. Et cette jeunesse, la part des ténèbres de cette même jeunesse qui est le jeune djihadiste. Donc il y a tout ce qui les sépare, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient si différents dans cette révolte de base qui les pousse à agir. Chacun se trouve les formes d'expression qui sont aussi à sa portée. Ça, je l'ai dit à d'autres occasions aussi, mais le djihadiste de base, le jeune, n'a probablement pas les mots pour dire ce qu'il ressent. Donc, il prend les mots déjà tout près qu'on lui présente. Et donc, il prend ce discours djihadiste qui est pensé, en plus, pour être facilement approprié et rendu. Il prend ce discours et il le fait sien. Et il a le sentiment magique de savoir où il va et de savoir ce qu'il ressent. L'autre jeune qui a peut-être la chance de venir d'un autre milieu culturel, d'avoir un autre bagage éducationnel, etc., il aura peut-être des mots plus sophistiqués pour dire ce qu'il ressent. Et il va aller chercher naturellement ses références ailleurs aussi, dans l'écologie, dans la politique. Il va se lancer en politique peut-être, vous voyez. Mais il ne faut pas se tromper en faisant deux espèces humaines séparées et irréconciliables. Parce que c'est là qu'on fait de l'un une promesse brillante d'avenir et de l'autre un monstre. Ils ont tous les deux des mamans qui ont accouché après les avoir portés 9 mois. Donc l'un ne peut pas être humain et l'autre monstre. Non, c'est trop simple. En somme, les parents ont fourgué des références, ces référents-là ont changé et il faut trouver les nouveaux modes de construction de ses propres référents. Ah, complètement, mais ça, ça prendra plusieurs générations peut-être. Ça prendra… Oui, parce que l'histoire est lente. Et qu'il y a vraiment cette génération qui est allée, pour être plus précis, celle qui vient après moi, je dirais. Moi, je suis au début de la quarantaine, donc on est à la frange, à la lisière, on a connu le monde d'avant et on faisait déjà partie de celui d'après, etc. Mais il y a vraiment ces jeunes, plus jeunes que allez, la vingtaine, début trentaine, etc., qui sont au cœur de cette problématique de changement de monde. Mais donc, l'ancien monde n'existe plus, mais de quoi sera fait le suivant ? Justement, la 10e déjà question de Marcel dit ceci. Le second disciple aborde le djihadisme, il en explore les facettes avec clairvoyance, mais il aborde aussi le nazisme, la white power qui sévit en Belgique comme ailleurs. Votre livre m'apparaît comme une bouteille jetée à la mer avec ce message: faire attention aux conséquences de la fracture de la société, serait-ce un premier pas? On les paye, hein. Je veux dire, il y a toujours le temps de l'écriture
qui est un temps un peu différé. Je veux dire, moi, j'ai commencé à écrire ce livre à une certaine époque, et puis il est sorti depuis déjà 1 an maintenant, à peu près, à quelques jours près. Et en parallèle à tout ce travail d'écriture, bah, les événements se succèdent, et certains de ces événements commencent à résonner très fort avec le livre, malheureusement. Mais ça répond un peu à la question de Marcel. Oui, Oui. on paye toujours. Et d'ailleurs, c'est la tragédie du livre aussi pour moi. C'est que l'un et l'autre de mes deux personnages vont payer les conséquences de leurs actes. Chaque chose qu'on fait a un prix. On n'agit pas en dehors du réel, quoi. Et donc, les choses qu'on fait il y a dans le bouquin que je suis en train d'écrire maintenant, qui a un peu la suite et pas vraiment la suite du second disciple, mais il y a un père qui parle à son fils et qui lui dit: fais attention à ce que tu fais, parce que chaque acte que tu vas poser va laisser une marque sur toi. Et donc, il y a un demain à aujourd'hui. Ne crois pas qu'on vit dans un monde sans lendemain, même si tu as parfois l'impression qu'il n'y a plus de lendemain, plus d'avenir, plus de futur. Il y en aura un. Fais attention à la manière, à celui que tu seras au moment d'entrer dans le monde d'après. Quelle marque? Parce que tu ne pourras plus les effacer. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. Et la société ne peut pas effacer ce qu'elle a laissé se fracturer non plus. Et donc, elle en paye les conséquences. Et ce white power auquel fait allusion Marcel, moi, c'est une de mes hantises. C'est une de mes hantises, et c'est une des thématiques que je creuse le plus. J'en parle jamais comme d'une guerre de religion, j'en parle comme de cette violence qui appelle la violence. J'ai toujours cette image de la violence, encore une fois, comme quelque chose de très organique, de viral, c'est comme une peste, c'est comme une maladie, la violence pour moi. Elle se transmet. Là, on vit sous Covid, mais il y a vraiment de ça, quoi. C'est quelque chose, la violence, on sait où elle commence, on ne sait pas où elle finit. Et comme tout mouvement qui se nourrit de lui-même, la violence peut très facilement engendrer des violences encore plus grandes, encore plus grandes, encore plus grandes, à l'exponentielle, et contaminer les gens. Parce que la violence, souvent, appelle aussi un réflexe de défense qui apparaît comme un acte de violence aux yeux de l'autre. Qui va y répondre, etc. Et la défense devient violence, l'attaque devient défense, mais à un moment donné, tout ce qu'il en reste, c'est cette espèce de monstre de la violence qui se nourrit de tout ça et qui détruit tout. Et donc, ce white power, pour moi, qui est esquissé dans le second disciple, va revenir sous ma plume différemment, avec plus d'ampleur et de précision, parce que je pense qu'à un moment donné, les violences que certains infligent à la société dans laquelle on vit, donc en l'occurrence les violences que des djihadistes ou des proto-djihadistes infligent à cette société, va appeler une réponse qui ne sera pas toujours la réponse que la société lui donne actuellement. Il y a d'autres ténèbres cachées dans la société qui sont en train de se réveiller. Qui sont en train de se réveiller et de se préparer peut-être à dire, s'il n'y a que ce langage-là que tu comprends, on va te prouver qu'on le parle aussi bien que toi, voire mieux. Vous voyez? Donc, si on en arrive là, après, ça devient incontrôlable. Alors, tu sais, Kenan, que dans la douzaine 2, il y en a toujours un 13e gratuit. Marcel a préparé 10 questions, mais il y en a une 11e et il précise que tu n'es pas obligé de répondre. D'accord. Alors, il dit ceci: l'individualisme fanatisé de notre univers occidental paralyserait-elle notre capacité de vision? C'est vrai et c'est pas vrai dans ce sens. C'est-à-dire que celui qui est susceptible, la vision aujourd'hui, une vision d'où va le monde, etc. Je vais formuler ça autrement. Effectivement, non. L'individualisme forcené, c'est comme ça qu'il dit? Fanatisé. C'est intéressant ça comme formule. Parce qu'il y a effectivement le fanatisme de l'engagement djihadiste ou de l'engagement écolo, etc. etc. Et d'ailleurs, petite dédicace à Philippe Gustin là, qui a remporté le dernier. Moi, j'ai adoré ce texte parce qu'il met le doigt sur un autre type de fanatisme avec beaucoup d'imagination et d'humour, etc. Mais si on. Bon. Et lui, donc, s'empare de la défense de l'environnement comme carburant potentiel d'un écoterrorisme à venir.
Je trouve ça remarquablement lucide et intelligent. Mais donc, le fanatisme de l'engagement collectif veut contrer le fanatisme individuel, de l'individualisme fanatisé. Je trouve que c'est une formule très forte. Et est-ce que cet individualisme fanatisé nous empêche d'avoir une vision, c'est ça? Oui, c'est ça. Paralyserait-elle notre capacité de vision? L'individualisme pas notre capacité, mais paradoxalement, et donc je disais oui et non, et j'y reviens, on garde la capacité individuelle d'avoir une vision. Mais est-ce qu'on est capable seul de faire entendre cette voix? Ça, j'ai plus de doutes, effectivement. Parce que quand même les idées qui viennent comme des catalyseurs de changement, je sais que beaucoup de choses se font aujourd'hui dans une sorte de démocratie participative, etc., etc. Enfin, tout ça, je veux dire, c'est une façon de fonctionner de la société qui a beaucoup de vertus. Mais moi, j'ai aussi l'égoïsme de l'artiste. Je crois quand même que les grandes idées naissent toujours dans la tête des individus. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une coupure pour le meilleur et pour le pire entre l'individu et le collectif, quoi. Eh bien, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, Kenan. Je regarde sur le chat et je vois que justement, Philippe Gustin voudrait te poser une toute petite question qui dit: Xavier n'est-il pas aussi joueur? Je le vois comme un compétiteur né. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça fait de lui un joueur? Je ne sais pas. Mais il est porté effectivement par une vision de puriste qui le rend intraitable, inaltérable, on va dire, implacable dans cette décision d'aller jusqu'au bout de son projet. Il a un besoin de remettre les pendules à l'heure et tous les compteurs à zéro. Mais il se présente la chose comment? Aussi, pas comme une ambition personnelle qu'il veut réaliser, mais aussi comme une façon aussi de remettre l'église et la mosquée au milieu du village, parce qu'il vient aussi, comme beaucoup de convertis d'ailleurs, parce que c'est un converti, c'est vraiment un élément essentiel de ce personnage, c'est qu'il se convertit à l'islam, donc il le choisit, contrairement à Brahim ou à moi qui sommes nés dans une famille musulmane, et on nous a éduqués comme ça, et après, on fait ses propres choix par la suite, mais pas au début. Au début, on baigne là-dedans, et puis c'est comme ça, c'est notre famille. Lui, pas. Lui, il choisit. Donc, comme quelqu'un qui va vers quelque chose par choix, il y va en fait avec plus de zèle qu'un musulman de naissance. Et donc, il arrive au sein de cette cellule djihadiste avec une vision en réalité de l'islam et de ce qu'il appelle le message, donc le message du prophète, avec une vision de tout ça qui est en fait en réalité encore plus radicale que celle des autres djihadistes. Encore plus rétif à tout compromis, vous voyez, une vision puriste. Et donc, il y a l'ambition aussi de faire plus fort que ce que tout le monde a fait avant. Après, je ne sais pas si c'est un joueur. Je n'ai pas l'impression quand même. Une toute petite dernière question. Alors, Le Second Disciple, c'est le premier volet d'une trilogie. Où est-ce qu'ils en sont les 2 autres volets? Mais les 3 ont été écrits en fait avant même la publication du Second Disciple. Ensuite, j'ai repris mon travail sur le 2, La tribu perdue. Donc, je pense que le titre ne changera plus parce que je crois qu'il correspond vraiment bien au propos. Donc, La tribu perdue, je bosse dessus d'arrache-pied. Je l'ai déjà réécrit 4 fois. Il va beaucoup plus loin encore que le Second Disciple. Il est plus ample. C'est vraiment là, pour le coup, c'est une fresque plus collective avec plus de personnages. Encore une autre approche de Bruxelles. Plus par le biais, cette fois, des quartiers turcs de la ville et de ce que ces quartiers recèlent aussi comme secrets et activités souterraines. Mais donc voilà. Après, pour l'instant, il y a un ralentissement généralisé de tous les circuits d'édition, de publication, etc., etc. Donc, je ne mets aucune pression sur l'achèvement du livre, hormis pour ma satisfaction personnelle de dire je suis arrivé jusqu'au bout.
mais je n'ai pas une date. Et on a convenu avec l'éditeur de ne pas le faire, de ne pas fixer une date, même si on sait plus ou moins que ça va être peut-être fin 2021 ou début 2022, plus ou moins. Il faudra attendre encore un peu. Voilà, ouais. Alors, Kenan, merci beaucoup. Moi, j'ai eu l'impression d'être extrêmement intelligente en lisant les questions de Marcel. J'ai rien fait à part lire ces questions magnifiques qui peut-être aussi doivent vous donner une petite idée de la qualité de son écriture en tant qu'écrivain. Je te remercie 1000 fois, cher Kenan, d'avoir joué le jeu. Merci à toi, merci à Marcel, merci à Nicolas, merci à toute l'équipe qui a fait que j'ai eu encore la chance vraiment de participer à 2 festivals en France, mais qui sont passés entre les gouttes et où on était un peu accablés. Dans Polar du Sud. Polar du Sud, évidemment. Et alors, tout le monde y avait vraiment mis les petits plats dans les grands pour respecter les consignes, etc. Accepter que ce serait une édition avec une jauge de visiteurs maximale bien en deçà de ce que ces festivals avaient l'habitude d'avoir comme influence, etc. Mais malgré tout, et c'est ça qui est fort avec l'expérience littéraire, je trouve, c'est que malgré tout, les auteurs étaient là, les lecteurs étaient là, la rencontre s'est produite, les moments de convivialité entre les auteurs à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, elles se sont produites aussi. Les gens sont repartis de là avec des bouquins et l'expérience de la lecture, donc de la rencontre d'un auteur et de son univers reste entière. Le virus n'a pas réussi à détruire cette expérience et je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Et même ce qu'on fait là, même si on est privé de la présence les uns des autres, on a quand même un peu le sentiment d'être ensemble et surtout, chaque personne qui a le livre ou qui va se le procurer, il l'aura réellement, il l'aura pas pour du semblant ou à moitié. Et une fois qu'il commencera à le lire, eh bien, il renoue avec l'expérience de lecture. Donc, le deal entre écrivain et lecteur survit à ce putain de Covid, quoi. Donc, c'est quand même, malgré tout, vraiment courageux et généreux de ta part et de la part de tous les gens qui essayent de faire ce que vous faites. Voilà. Moi, je voudrais quand même remercier mes copines parce qu'on est 6 dans l'équipe des Dames du Polar. Il y a Anne Eldenberg, Annette Verbeek, Isabelle Wettendorf, Françoise van der Porten, qu'on salue, et bien entendu notre présidente et qui nous dit « nous sommes toutes là ». Oui, c'est chouette les messages qui apparaissent là. Oui, voilà. Voilà, et donc je voudrais aussi vous dire que Philippe Gustin, qui est là, eh bien, demain à 17h, il y aura une capsule sur la chaîne YouTube dont François, notre bien-aimé community manager, vous a indiqué les coordonnées. Mais attendez, je vais faire quelque chose de chouette, je vais voir si je peux moi aussi vous donner les coordonnées de la chaîne YouTube. Oui, je peux. Et demain, à 17h, il y aura la rencontre entre Philippe Gustin et Coraline Croquet sur la chaîne YouTube. Et je conseille d'aller le regarder. Ça va vous faire un choc. Ce sera très amusant. Il y aura une capsule musicale de saxophone qui accompagnera également cette vision. Et alors donc demain il y aura oui, parce que François me dit que je ne dois pas oublier de parler du quiz à 13h sur la story de notre compte Insta. Il y aura la possibilité de gagner 2 exemplaires du second disciple de Kenan Gorgone, le voilà, en répondant à 3 questions d'un quiz sur le polar. Il y aura aussi une capsule très courte, mais qui sera présentée à 10h du matin, où Eiffel vous parlera de sa vision de Mons comme ville inspirante pour un polar noir. Voilà, alors, pas d'inquiétude, si vous avez raté quoi que ce soit ce soir, vous pourrez revoir bientôt le replay sur notre chaîne YouTube. Si vous avez encore une toute petite question pour Kenan, c'est le moment, c'est l'instant. En tout cas, moi, je dois vous remercier 1000 fois tous d'avoir été présents et d'être restés jusqu'au bout. Cher Nicolas, cher Kenan,
je forme un seul vœu, c'est que l'année prochaine, on soit tous ensemble à Mons, au Mondanéum, et qu'on puisse faire des tas de lectures, et puis qu'après, on puisse aller boire un verre. Absolument, C'est mon clair, Dieu. c'est clair, c'est clair, c'est clair, vivement et vivement aussi de enfin, nous donner aussi en tant que comédien, bah voilà, l'opportunité de faire ces rencontres parce que c'est important aussi de montrer que bah, l'art et l'art parlé aussi existe encore et à travers tous les médias pour l'instant et que c'est vraiment un combat, je pense, de faire, bah voilà, que ce soit des festivals comme celui-ci où chaque fois, enfin, on voit que la culture se démène comme elle peut et que c'est un combat et il faut que ça existe et il faut qu'on se batte pour que toujours tout ça existe en fait. Donc voilà, un grand merci aussi à vous. Les deux lectures sont déjà sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc les réécouter ce soir avant d'aller dormir. Voilà, je vous embrasse tous. Bon courage, dormez bien. Bonne soirée à Et tout le à monde. Bonne demain soirée. pour la suite. Bonne Merci, soirée. Caleb. Merci, Nicolas. Je Merci, Christine. t'embrasse. Merci tout Merci, le À monde. merci. bientôt. Merci. Bonne lecture. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.